Merci d'organiser ce que j'espérais, c'est que la logistique et l'économie circulaire aillent de pair. Et donc, on se retrouve. Bon, j'ai été un temps membre de la SLOG, puisque j'avais des responsabilités logistiques dans le groupe Pernod Ricard. Puis après, j'ai travaillé au sein du CRETLOG, le centre de recherche en transport et logistique. Donc, je retrouve quelques-uns ici, où certains ont des liens, comme Valentina. Donc, je suis heureux de partager. Puis, permettez-moi de saluer Vincent Auré, qui a été mon collaborateur un temps, il est là-bas, au sein de l'Institut de l'économie circulaire, et Emmanuel Meuch, qui est aussi une experte en logistique et qui est chargée de mission au sein de l'Institut national de l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que c'est que cet institut? Donc, il a été fondé il y a bientôt 5 ans, avec des entreprises de tout type, avec de toute taille, de tout domaine d'activité, avec des collectivités. Je citerai la métropole du Grand Paris, avec qui on a un partenariat sur 3 ans pour en faire une stratégie de fond de transformation, de résilience et de création d'opportunités au sein de cette métropole de 7 millions d'habitants, avec des universités et des écoles, Kedge Business School plutôt en management, pas encore autour de la logistique, mais ça va venir, et avec des ONG comme la Fondation Nicolas Hulot. Donc vous imaginez que ça nous aide bien que Nicolas Hulot, depuis, soit devenu ministre, puisqu'il y a 5 ans, nous travaillons directement avec lui et ses équipes sur l'économie circulaire. Et je ne manque pas aussi de saluer Stéphanie Goujon, en termes d'ONG, avec qui nous travaillons à l'Agence du don en nature. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, nous essayons de porter une vision assez originale, assez particulière, assez volontariste, et ne pas s'arrêter juste à retrier, à avoir plus de performance dans le recyclage. L'économie circulaire, pour nous, c'est se centrer sur la question de la ressource et chercher toutes les dynamiques qui permettent de créer de l'efficience dans l'usage de la ressource. Donc évidemment, c'est le tri, mais c'est bien plus que ça. C'est la question de, à chaque instant, le kilo de matière, le kilo de matière mobilisée, de ressources mobilisées, est-il en usage en termes de service humain, ce que l'on peut en faire de mieux, ou est-ce que je peux travailler à aller plus en efficience dans son propre usage? Ainsi, pour faire rapidement, une voiture qui sera très bien recyclée, mais qui n'aura parcouru que 10 000 km en 10 ans, est très éloignée de la vision de l'économie circulaire que nous avons, puisqu'on aura mobilisé 1 tonne de matière pour faire 10 000 km, peut-être avec une seule personne à bord. Donc tout ce qui permet d'être dans l'efficience de l'usage de la matière est une dynamique que nous mettons en avant pour, justement, et vous l'avez très bien rappelé, créer de la croissance tout en créant une décroissance de l'usage des matières premières, parce que nous n'avons pas le choix, la planète a ses limites. Cette approche s'inscrit donc sur la connaissance des ressources, la connaissance des modes de fonctionnement dans les territoires. L'économie circulaire est éminemment territoriale. Le territoire peut être une commune, un canton, un pays ou un continent, suivant le type de ressources que l'on mobilise, mais ça renvoie à chaque fois sur les ressources disponibles que nous avons dans ce lieu, et ça renvoie aussi sur les us et coutumes, sur les hommes, sur les cultures de ces territoires. Il y a une dimension sociale extrêmement importante dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que je suis député de Provence, vous imaginez bien que les habitants de Provence n'ont pas les mêmes réflexes que les habitants, je dirais, d'Alsace, par exemple. Ce n'est pas les mêmes cultures. Donc, si nous venions à importer des modèles de développement autour de l'efficience de l'usage de la ressource qui fonctionnent bien en Alsace, si nous les importons, et ce qu'on a déjà fait sur certains types d'approches, notamment sur la gestion des déchets d'emballage, eh bien, c'est un échec. Il y a un ratio de 1 à 5 entre la performance de ce qui peut se faire en Alsace autour du tri des emballages par rapport à ce qui se fait en Provence. Parce qu'on ne peut pas
s'adresser aux personnes de la même façon. Nous devons aussi comprendre quelles sont leurs approches culturelles, leurs spécificités territoriales. Je prends un temps pour réintroduire cette dimension sociale, cette dimension de perception de l'apport et de l'importance de l'humain pour que nous n'ayons pas des réponses toutes faites, mais que nous soyons au carrefour des réflexions technologiques, mais aussi des recherches sociales, sociétales. L'économie circulaire, je vais essayer d'avancer un peu plus vite et à aller sur notre sujet, sur la matinale. L'économie linéaire, c'est une économie, je prélève, je transforme, je consomme, je jette. Je fais à gros traits. C'est une économie de stock, c'est-à-dire les puissants, ceux qui ont les capacités de s'enrichir, ce sont ceux qui détiennent les stocks, soit des matières premières, soit des produits finis, et ils ont une seule volonté, c'est de vendre leur stock en permanence. Destruction de la matière première, fin de vie du produit fini, ou agrandir son marché. L'économie circulaire, c'est une économie de flux. On change vraiment de paradigme, c'est une économie de flux. Il ne s'agit pas de vendre ce que l'on détient, il s'agit de créer de l'efficience, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de la ressource que l'on mobilise. Et à ce titre, j'en ai l'intime conviction, nous allons aller vers des transformations de société par rapport à cette approche économie de stock, économie de flux. Si on est sur une économie de flux, vous avez tout de suite perçu que ce qui est important, c'est la performance des flux, donc la logistique. Et je vais prendre la définition du Kretlog dont je suis issu, ou une des définitions que l'on met en avant. La logistique, c'est le pilotage des flux de marchandises et des flux financiers par les flux d'informations. Quand on voit la révolution numérique, moi je préfère dire la révolution des data, dans lesquelles nous sommes rentrés, nous voyons tout de suite les perspectives d'une révolution logistique par la puissance des data qui sont en train de se mettre en œuvre. Ainsi, il est estimé qu'à 2020, 2021, ce n'est pas la date qui est importante, c'est le volume, nous serons capables de générer 40 000 milliards de data, soit autant que les grains de sable estimés sur la planète. Sauf qu'en 2025, en 2030, il y aura toujours autant de grains de sable, mais que les data, ce sera encore plus de disponibilité. Et donc derrière ces data, derrière ces informations, c'est de la performance dans l'organisation des flux. Et donc là, la vision, et même la certitude, c'est que nous allons aller vers des modèles d'entreprise qui vont détenir des ressources, mais qui ne les vendront plus comme celles qui sont du XXe siècle et qui cherchaient toujours à vendre plus leur stock, qui vont créer de la circulation et qui en resteront propriétaires et qui chercheront en permanence un meilleur usage. Prenons le titane, par exemple. Eh bien, une entreprise pourra être propriétaire du titane et le mettre à disposition en usage, économie d'usage, pour un produit manufacturé, un avion, une turbine électrique ou je ne sais quel usage, ou un usage médical, le titane. Mais à la fin, il récupère cette matière et la réutilise dans un autre usage où il y a plus de performance en termes de service et où, évidemment, il dégagera plus de marge. Vous comprenez qu'on rentre dans des modèles où la gestion des flux est d'une complexité sans nom et donc nécessite des experts, mais surtout d'apprendre, de créer un corpus, de créer de la performance en la matière. Et donc ça, c'est un enjeu que nous avons devant nous. Comment nous faisons monter la performance de la gestion des flux dans ce pays, comment nous faisons en sorte que nous pouvons préparer à l'émergence de ce type d'entreprise demain. Ce que je vous dis n'est pas tout à fait le futur. Prenez Bouygues Immobilier, travaille sur une stratégie de construire des bâtiments dont ils restent propriétaires et qu'ils remettent
l'usage pour X ou Y besoin, par exemple des bureaux. Mais ce bâtiment, il s'autorise à le détruire pour récupérer les volumes de sable, de granulats, pour servir un autre projet, notamment dans des métropoles en tension sur l'approvisionnement des sables et des granulats. Ainsi, un bâtiment peut être détruit au bout de 10 ans parce que la tonne de sable, la tonne de granulats sera utilisée pour faire un pont qui apporte beaucoup plus de valeur et d'usage que le bâtiment en soi de bureau. Donc on voit que ce sont des approches qui commencent à émerger, qui commencent à se structurer. On peut regarder aussi sur Renault ou d'autres constructeurs, la batterie de la Zoé appartient à Renault. Certes, ça leur permet de vendre moins cher, mais c'est surtout les matières premières qui sont dans la batterie sont des ressources qui peuvent d'un seul coup, par des jeux géopolitiques, se retrouver en tension et donc ils n'auraient plus accès. Donc s'ils font comme d'autres modèles Toyota qui laissent les batteries aux propriétaires et qui donc perdent la maîtrise de ces matières premières, et bien lorsqu'il y a une tension géopolitique, Toyota se retrouvera contraint pour acquérir ces nouvelles matières premières pour les nouvelles batteries. Renault reste propriétaire de ces matières premières et donc peut décider du meilleur usage qu'il en fait. Pour en avoir discuté avec eux, ils en sont allés jusqu'au pot catalytique, dont une grande partie des matières filtrantes sont d'origine russe. Et donc, ils ont travaillé sur le modèle de mettre en location les pots catalytiques pour les récupérer en fin de vie, les régénérer la matière première, ces matières rares, pour les réutiliser sur des pots catalytiques et ne pas se retrouver en rupture ou en surcoût d'approvisionnement de ces matières premières. Donc on voit bien qu'on sort de ce modèle linéaire de stock et qu'on commence à être dans un modèle de réflexion sur le flux de la matière et de la ressource. On est sur la ressource. Renault, ce n'est pas le pot catalytique, c'est les terres rares dont j'ai oublié le nom, qui l'inquiète, et c'est celle-là qu'il veut récupérer, régénérer, pour refaire des pots catalytiques derrière. Pour ne pas être trop long, l'enjeu, vous l'aurez compris, est donc de transformer toute cette société. Alors aujourd'hui, l'Institut national de l'économie circulaire, nous lançons évidemment des travaux sur ces questions de et logistique et enjeux ressources, enjeux économie circulaire. Nous, avec Emmanuel Meuch notamment, qui est ici présente, et nous les inscrivons dans la dynamique nationale et européenne en cours. La dynamique, je vais d'abord parler de la dynamique européenne. L'Europe finalise un paquet économie circulaire dont découlera des directives. Alors, ce paquet économie circulaire, comme toujours en Europe, l'ambition est réduite parce que la France, Pays-Bas, quelques pays sont très en avance, mais d'autres sont relativement en retard. Et donc, l'ambition de la Commission européenne sera de mettre à niveau l'ensemble des pays européens et j'espère de laisser libre ou de donner à ceux qui sont en avance des impulsions pour qu'eux puissent aller plus loin. Et je viendrai sur la France. Donc vous avez compris que Nicolas Hulot est ministre, ça vous l'avez vu, mais qui, en plus, sur la question de l'économie circulaire, il a bien intégré ces enjeux. Il prépare une feuille de route qui sera présentée début 2018. Donc, toujours pareil, il y a des arbitrages. Il faut peser pour que ces arbitrages soient ambitieux et que ces arbitrages nous permettent de donner à nos entreprises, permettent de donner à notre pays le lead sur la question de l'économie circulaire. C'est d'ailleurs une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Je ferai de la France le pays leader mondial de l'économie circulaire, mais pour cela, il faut dépasser la seule question du tri des déchets et aller dans ce que je vous ai un peu exprimé en termes de vision, dans lequel la logistique ou le pilotage des flux, on va mettre de côté le terme logistique, le pilotage des flux pour chercher de la performance et de l'efficience, entre en jeu. Et vous l'avez rappelé, j'ai été nommé par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, président de la Commission nationale logistique. Nous avons remis une stratégie qui s'appelle France Logistique 2025 il y a un peu plus d'un an
au gouvernement précédent, où il y avait, où d'ailleurs nombre d'entre vous ou vos représentants participaient à la production de cette feuille de route, de cette stratégie, où il y avait des leviers pour faire de la France, qui est très en retard sur la question logistique, un des top 5 mondial du sujet. Comme parallèlement à ça, on est en France capable d'écrire souvent le mot stratégie, après est-ce qu'on l'applique, il est demandé à ce que la France se dote d'une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, cette fameuse feuille de route. Eh bien, il me semble qu'il y a un enjeu à rapprocher, voire en faire un seul élément de la question de la logistique et de l'économie circulaire. Parce que si l'économie circulaire, on ne l'aborde pas dans une pensée de flux, dans la complexité, dans la remise en cause, je suis face à des logisticiens permanentes, quotidiennes, le modèle que l'on a, comment on cherche à aller plus loin dans la réponse aux enjeux, aux critères qui nous sont donnés par nos donneurs d'ordre. Eh bien, si on ne fait pas ce rapprochement, je pense qu'on passe à côté largement de ce que la France pourrait prendre comme lead au niveau mondial. Et symboliquement, moi j'espère, et on va travailler ensemble si vous êtes d'accord, hein, c'est un peu ce que je lance ce matin auprès de l'ASLOG, et je le lancerai auprès d'autres, travailler à ce que apparaisse au sein de l'exécutif national une responsabilité sur logistique et économie circulaire, qui ne sont pas apparentes aujourd'hui. L'économie circulaire est exprimée au sein de la responsabilité de Nicolas Hulot avec la secrétaire d'État Brune Poirson, mais qui reste très déchet. Et si nous n'allons pas sur sortir d'abord du ministère de la Transition écologique et solidaire, ce sont des enjeux économiques, donc ça serait plutôt rattaché au ministère de l'économie, et réussir à avoir un secrétaire d'État, un délégué interministériel, une mission économie circulaire et logistique, mais avoir au sein de l'exécutif national ces deux termes rapprochés sera la démonstration que la France se dote réellement, sur un long terme, sur 10 ou 20 ans, d'une stratégie de transformation de son modèle économique pour répondre à l'enjeu. C'est dommage qu'on n'a pas laissé la diapo précédente, qui est bien plus importante et intéressante que celle-ci, sur de répondre à l'enjeu d'une planète une et unique qui n'a pas de réserve et qui ne peut pas nous donner plus que ce qu'elle a, et répondre aussi à la performance économique de notre pays pour en faire un leader mondial. Nous avons, je fais rapide, mais vous le savez très bien, nous avons tout ce qu'il faut en termes d'entreprise, d'expertise, de centres de recherche, de volonté entrepreneuriale, de collectivités qui sont prêtes à jouer le jeu. Il nous manque l'impulsion nationale, et c'est ce sur quoi je travaille, et j'espère qu'ensemble nous pourrons peser pour qu'arrive un jour cette responsabilité au sein du gouvernement, économie circulaire et logistique, dans une vision évidemment d'une supply chain étendue à la question de la ressource qui descend jusqu'à la matière, qui descend jusqu'à, j'allais dire, jusqu'à la molécule, jusqu'à, pas à l'atome, mais jusqu'au gramme. Voilà, merci.